Ouais, il faut pas me lancer trop là-dessus parce que on risque de finir au tribunal, hein. Non, 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 je vais être très modéré. Bon, Donc Jean, déjà, merci pour d'avoir accepté cet entretien pour la chaîne du Grand Soir. merci à vous plutôt. Parce qu'on, bah, du coup, on a remarqué vos interventions, que ce soit sur les plateaux télé déjà à l'époque ou sur les différentes chaînes YouTube, et donc qui étaient principalement avec des positionnements anti-impérialistes, Ouais. anti-guerre. Et mais du coup, le fait que qu'on ait remarqué ça, ça veut dire que ce positionnement-là n'est pas si présent dans le paysage médiatique. Dans l'euphémisme. Donc, en effet, à votre avis, déjà, de votre point de vue, est-ce que ça a toujours été comme ça Oh ou non. ou il y a une évolution? Ah. Ben, ça dépend si on parle en général ou bien moi personnellement. Moi, j'ai été invité même à des TV belges où je parlais de toutes les interventions américaines, etc. Il y avait des débats après le 11 septembre. En France, j'ai été invité plusieurs fois par Tadei. Et la dernière fois, j'appelle ça, c'est ce soir ou plus jamais, c'est quand en 2014, j'avais écrit un livre sur la censure, il m'avait invité. Alors, c'était à l'époque d'une des multiples affaires Dieudonné, et j'ai défendu le droit des gens qui voulaient écouter Dieudonné de l'écouter, rien de plus. Pas dit que c'était drôle, pas que c'était bien, pas dit, bon. Et après, c'était la fin, c'était fini. J'ai été complètement boycotté dans les médias, et j'ai même eu des interventions pour m'empêcher de parler de physique, hein. On en est là, quoi. Donc, il y a des gens qui ont fait pression sur l'université pour annuler un séminaire de physique enfin, que je devais faire. Et l'univers, je ne veux pas donner de détails, je peux te les donner plus tard, mais et l'université l'a officiellement annulé. Il a eu lieu clandestinement, mais l'université officiellement a dit voilà, non, on ne peut pas avoir un défenseur de la liberté d'expression qui vient parler physique, quoi. C'est pas autorisé en France. Donc, selon vous, il y a une évolution en matière En ce qui me de liberté concerne, de parole? maintenant, en termes généraux, je pense que oui, oui. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre de l'an passé, déjà depuis la guerre en Ukraine, on a une radicalisation du discours. Enfin, la guerre en Ukraine, elle commence avant 2022, mais depuis 2022, on a une radicalisation du discours anti-russe, anti-chinois, anti tout ce qu'on veut. Et depuis le 7 octobre, c'est la folie furieuse. Je veux dire, si on prend les positions de la France insoumise, et en particulier de Mélenchon, d'abord, il n'y a rien de très radical. Ils n'ont pas applaudi le Hamas, ils n'ont pas dit que c'était une organisation, euh, que l'opération du 7 octobre était une opération légitime. Ils n'ont rien dit de pareil. Ils sont attaqués, c'est la branche armée, c'est la branche française du Hamas, etc. Mais quand on réfléchit globalement, si on veut bien réfléchir globalement, c'est d'un ridicule absolu parce que le Hamas, si on va demander au Hamas, qu'est-ce que vous pensez de la France insoumise? Mais ils s'en foutent. Parce que la France insoumise leur fournit pas d'armes, rien. Si la France insoumise pouvait amener la France, comme pays, à des positions critiques vis-à-vis d'Israël, ils trouveraient peut-être que c'est un peu important, mais en attendant, il n'y aura pas de sanctions, il n'y a pas... Bon. Or, c'est ça ce qu'ils voudraient, évidemment. Ça, ils savent bien que ça n'arrivera pas. Donc, le Hamas, il compte sur l'Hezbollah, sur l'Iran, sur les Houthis, sur les gens dans les territoires occupés, etc. Ou sur les masses dans le monde arabe qui vont peut-être un jour exploser, mais ils comptent évidemment pas sur la France insoumise. Et c'est pas les remarques de Mélenchon ou de, je veux dire, c'est vraiment une espèce de folie qui est en France où on a besoin de haïr des gens supposément anti-israéliens, évidemment antisémites, mais c'est vraiment un besoin de politique française intérieure. Et c'est pas parce que on veut taxer les riches et des trucs comme ça. Parce que ça, fait les riches, je suis sûr que les riches ont plus d'un tour dans leur sac pour éviter la taxation. Mais c'est vraiment, ça c'est un truc où là je suis pas très marxiste, c'est-à-dire qu'il y a un degré d'irrationnel dans la politique occidentale, et en particulier, on va parler de la France. Aux États-Unis, c'est pareil, évidemment. Maintenant, Trump dit que les Iraniens veulent le tuer. Il est fou. Donc il faut croire que les Iraniens vont essayer d'influencer la politique intérieure américaine de façon à justifier les attaques contre eux. Parce qu'ils vont évidemment pas influencer la politique américaine. Et il faut croire que les Iraniens sont assez fous pour faire ça. C'est les Américains, c'est des gens autour de Trump qui sont fous.
Et évidemment, comment dire, enfin, je veux dire, il va être accusé d'être comme pendant son premier mandat, ça a été constamment, il est pro-russe. Il a soutenu l'Ukraine tant qu'il pouvait. Il a pris toutes les sanctions qu'on voulait contre la Russie sans arrêt. Il est attaqué parce que l'Occident, moi je prétends, a perdu toute rationalité. Déjà, je ne trouvais pas qu'ils étaient très rationnels pendant la guerre froide parce qu'ils exagéraient de loin la menace soviétique qui n'existait pas, etc. Mais aujourd'hui, on est dans un délire complet. Hein. Et alors, on nous fait comme si le Hamas était lié aux attentats en France. Mais le Hamas s'en fout, il veut pas d'attentats en France, il s'en fout de la Baïa, du voile, il s'en fout des affaires intérieures françaises. Le problème, c'est ce qu'ils appelleront libérer la Palestine. Alors, ce qu'ils entendent par là, ça, on peut discuter, mais il n'y a que la Palestine qui les intéresse. Peut-être le monde arabe, mais bon, mais pas la France. Et c'est vraiment, ça me choque. Parce que je vois, je passe trop de temps sur Twitter, mais je vois que chaque fois que Mélenchon, Rima Hassan, je sais pas, tous les gens que je connais qui mettent un petit truc vaguement pro-palestinien, même pas très radical, boum, une avalanche d'insultes, de trucs. Alors c'est peut-être des trolls, des bots, je sais pas, mais c'est vraiment frappant. Alors avant de parler de l'actualité, j'aimerais revenir un peu en arrière. Nous, par exemple, pour le Grand Soir, on a réalisé donc un reportage sur les Balkans qui revenait sur la guerre de l'OTAN en ex-Yougoslavie. Ma question, c'est, vous, personnellement, est-ce que vous vous souvenez, dans votre parcours intellectuel, à quel moment vous avez commencé à, disons, à aller à contre-courant du discours médiatique dominant concernant un conflit? Ouf, ça remonte à ma jeunesse. C'est-à-dire, quand j'étais étudiant, donc j'ai été étudiant de 69 à 77, et puis je suis parti travailler aux États-Unis. Enfin, quand je dis étudiant, ça veut dire y compris la thèse, y compris le doctorat, donc 4 ans d'abord, et puis 4 ans. Bon. Et là, c'était une période qui était dominée par, on va dire, le gauchisme, post-68, là, plus ou moins. Il y avait pas, tout n'était pas mauvais là-dedans, mais bon. Et je pense qu'on était, à cause de la guerre du Vietnam, le problème de la guerre du Vietnam, elle est complètement oubliée aujourd'hui. Mais les mensonges de la guerre du Vietnam n'ont rien à envier aux mensonges de la propagande pro-israélienne, anti-russe, etc. actuelle. Et évidemment, il y a aussi toute la propagande anticommuniste qui était extrêmement simpliste. Par exemple, j'ai vu récemment une affiche du parti qui à l'époque était social-chrétien, qui maintenant s'appelle les Engagés, mais ils ont changé très souvent de nom. Mais à l'époque, c'était le parti majoritaire ou quasi majoritaire en Belgique. C'était les catholiques, si tu veux, le parti catholique. Ils avaient une affiche où tu voyais le roi, et alors le roi, il y avait, quand le nouveau roi, enfin que, peu importe, après la guerre, il y a un jeune roi qui est monté sur le trône, Baudouin, et alors il y a eu un député communiste qui a crié Vive la République quand il a prêté serment, puis ce député ou un autre député a été tué, enfin bref, c'était un peu chaud pour un pays comme la Belgique. Et il mettait le roi, il disait, il s'attaque à notre roi, et puis à notre foi, et bientôt Staline fera la loi. Ça, c'était le slogan. Donc, si vous votez socialiste, parce qu'avec il y avait le Parti communiste, il n'est pas très fort, donc avec les socialistes, si vous, les libéraux, si vous votez pas catholique, Staline fera la loi. Ça, c'était la propagande. Parce qu'on oublie, on dit, oui, mais c'était pour la liberté, tout ça, on comprenait, menace soviétique. Non, non, c'était déjà du délire, complet, parce que, évidemment, bon. Et d'ailleurs, et donc, moi j'ai grandi dans cette atmosphère. J'ai grandi dans une atmosphère où on admirait à l'école, on admirait Salazar qui était dictateur au Portugal. C'était tout à fait explicite parce qu'il était, bon, il était ce qu'il était. Mais donc, si vous voulez, cette époque était, bon, j'étais déjà méfiant vis-à-vis du discours dominant, qui a totalement changé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Mais, enfin, oui, il a changé. Mais j'étais méfiant, mais là où je suis devenu vraiment, c'est quand j'ai vécu aux États-Unis, où j'étais chercheur, parce que je suis physicien, et comment dirais-je, là j'ai lu Chomsky, qui était inconnu en France et en Belgique à l'époque totalement, et j'ai lu en particulier, ça c'est un livre vraiment remarquable, La fabrication du consensus, je crois que ça s'appelle même en français, mais je l'ai lu en 88 en anglais, donc le livre d'Herman et Chomsky. Ça m'a fort impressionné parce que ça, c'est vraiment une critique des médias qui est très bien faite et qui en fait n'a pas vieilli. Les exemples ont vieilli, mais ils donnent toujours, c'est toujours l'exemple qu'ils donnent, c'est ils prennent, ils ont pris 100 religieux et religieuses
tué en Amérique latine, au moins dans des dictatures, y compris 4 religieuses américaines au Salvador. Ils ont comparé la couverture médiatique de ça et d'un prêtre catholique polonais qui avait été tué dans la région communiste. Et alors, la couverture est beaucoup plus grande pour le polonais. Et puis pour le polonais, on fait remonter ça, évidemment, la responsabilité au sommet, et même à l'Union soviétique. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle était liée à ça, mais bon. Donc c'était, tandis que pour les autres, c'était la faute des policiers, ou bien on n'en parlait pas. D'accord? Et donc c'était un exemple, mais il y avait des autres exemples, évidemment, sur Israël, ça, c'est hors concours en matière de biais quand il s'agit de comparer les Palestiniens, les Israéliens, enfin on voit tous les jours aujourd'hui. Et donc, je sais bien, quand je suis revenu en Belgique, j'ai essayé de convaincre les gens de ça, les gens, la mentalité avait déjà changé. C'est-à-dire que on considérait déjà que les médias, c'était la défense de la démocratie et que critiquer les médias, c'était potentiellement l'extrême droite. Ce qui est le cas maintenant. Maintenant, on va vous dire, oui, mais les gens qui sont contre les médias, ils sont complotistes, ils sont d'extrême droite, etc., etc. Alors pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi la mentalité avait changé. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était La pas le mentalité cas. dans la gauche. Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, forcément, on ne croyait pas nécessairement tout ce qu'il racontait, quoi. Mais, tu vois, la gauche, telle que je l'ai vécue en m'en détachant, mais la gauche issue, je veux dire, issue de 68, issue des années 60, a, a complètement changé dans le sens que, à cette époque, il y avait des aspects anti-impérialistes. Pas seulement la guerre du Vietnam, mais il y avait des guerres partout en Afrique. Enfin, il y avait des luttes de libération nationale, il y avait la guerre d'Algérie, etc., pour les Français. Et donc, après, ce qui est venu avec les nouveaux philosophes, la crise du communisme, etc., enfin, la crise finale, on va dire, du communisme, c'était l'idéologie des droits de l'homme. C'est-à-dire, je dis bien l'idéologie, je dis pas la déclaration qui monte à 90, 189, ça c'est autre chose qui inclut la liberté d'expression, on se fiche complètement. Ce que j'appelle l'idéologie des droits de l'homme, c'est essentiellement l'idée que ce qui compte quand on juge un gouvernement, c'est pas son histoire, c'est pas ses réussites socio-économiques, c'est le respect des droits de l'homme, vu de façon très sélective, parce que la Déclaration universelle de 48 inclut le droit à l'alimentation, à la sécurité d'existence et des trucs comme ça, mais ça, ils s'en fichent, ils ne s'occupent que des droits politiques et individuels. Et encore, quand il s'agit de nous, la liberté d'expression, elle est malmenée de toutes les façons possibles et imaginables, en tout cas aujourd'hui. Mais l'idéologie, c'est que non seulement ça, mais que nous sommes les meilleurs. On oublie les relations économiques inégales avec le tiers-monde, tout ça, ça passe à la trappe. D'accord? On n'en parle pas, alors qu'on en parlait dans les années 60, on parlait de l'ordre économique, ou 70, les années d'ordre économique mondial qui était injuste et tout ça, non, droit de l'homme. Et alors, en plus, le droit d'ingérence. Parce que comme les méchants violent les droits de l'homme, on a le droit de s'ingérer comment dirais-je, renverser ces gouvernements. À la limite, on va dire, mais les gens vont être contents si on renverse leur gouvernement. Ils vivent sous la botte de Saddam Hussein, de Kadhafi, d'Assad, etc. Même maintenant, ils nous disent que le Hezbollah contrôle le Liban et qu'Israël va aider les Libanais. Je veux dire, c'est du délire complet, mais ça, c'est l'idéologie des droits de l'homme. Et en fait, c'est né, et ça, je me rappelle très bien, avec l'histoire des Khmers rouges. Donc, quand le Vietnam, quand le Sud-Vietnam, on va dire, s'est effondré, bon, il y a première histoire, il y a eu ce qu'on appelait les bull people, c'est-à-dire des tas de gens ont fui. Mais bon, il y a aussi des gens à la fin de la guerre qui sont réfugiés à Sigmaringen, hein, je veux dire, il y a des tas de gens en Europe qui ont fui l'effondrement du nazisme. Maintenant, je dis pas que c'était exactement la même chose, mais je peux comprendre que dans un pays où il y avait 1 million de soldats dans l'armée du Sud-Vietnam, qui était entièrement à la botte des Américains, qui était extrêmement impopulaire, ce qu'on niait évidemment pendant toute la guerre, on faisait comme le Sud-Vietnam était un pays indépendant, il fallait le défendre comme l'Ukraine, il fallait le défendre contre les communistes nord-vietnamiens. Et donc, il y a eu ces fuites, et ça, il y a eu un premier retournement dans l'opinion, parce qu'alors Sartre, et Aaron Sartre, qui était contre la guerre du Vietnam, et Aaron était voir Giscard pour demander qu'on accueille ces gens-là, c'est devenu humanitaire, tu vois, c'était plus une politique, parce qu'on pourrait dire, oui, mais bon, il y a un jugement politique à mener sur cette affaire. Et puis après, dans le Cambodge voisin, qui avait été bombardé de façon massive par les Américains,
où ils avaient fait un coup d'État où le roi, qui était plus ou moins neutraliste, Sihanouk avait été renversé, ils avaient mis un dictateur, Lon Nol, à la place, et ce type était devenu très impopulaire, ce qui a fait monter une insurrection communiste avec des guillemets, parce que les communistes sont en général plus disciplinés, mais qu'on pourrait plutôt considérer comme une hiérarchie paysanne, qu'on appelait les Khmers rouges. Et en 75, au moment où donc il y a Saigon qui s'effondre, et puis il y a Phnom Penh, les Khmers rouges arrivent à Phnom Penh, et puis je ne vais pas détailler ce qu'ils ont fait, mais enfin, ils ont fait toutes sortes d'atrocités. Et ça a été le renversement. Chomsky a été très utile là-dessus, parce que on dit toujours qu'il a nié, non, il n'a rien nié. Mais il a fait une remarque, il avait quand même une remarque fondamentale à faire, c'est que un des sénateurs qui était opposé à la guerre avait dit, voilà, et les gens qui étaient opposés à la guerre, nous devons reconsidérer notre position à la guerre. Et Chomsky disait, non, c'est à cause de votre guerre que tout l'Indochine va passer sous le contrôle du Nord-Vietnam, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'une survie sociétale, toute la société s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en 79, les Vietnamiens ont envahi, suite à des incidents de frontières, je ne vais pas rentrer dans les détails, ont envahi le Cambodge et installé un régime euh, euh, favorable à eux, mais aussi moins, à mon avis, moins brutal que celui des Khmers rouges. Et alors les Occidentaux se sont mis à défendre, à soutenir les Khmers rouges à l'Assemblée nationale des Nations Unies, aux Nations Unies, et à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où ils ont continué à armer les Vietnamiens, les Cambodgiens. C'est-à-dire que là, les Occidentaux se sont positionnés en faveur des Khmers rouges. En faveur des Khmers rouges face à l'arrivée des Vietnamiens. Ah oui, oui, bien sûr. Ah bien sûr, ils l'ont fait, peut-être pas en disant que les Khmers rouges étaient des braves types, mais ils l'ont fait de fait, quoi. Tu vois. Et donc, les Khmers rouges, mais les Khmers rouges étaient le tournant, parce que justement, des gens qui avaient été opposés à la guerre du Vietnam disaient, ah, on a eu tort, etc. Alors que, c'était évidemment l'intervention américaine au Cambodge. Les Cambodgiens n'avaient en soi rien fait, sauf que les Vietnamiens utilisaient le Cambodge pour contourner, pour arriver vers le sud, du passer du nord au sud. Et il y avait la piste Ho Chi Minh, et donc ça embêtait les Américains, ils bombardaient, changement de régime, tout le bazar. Mais s'ils n'avaient pas fait tout ça et s'ils avaient accepté d'arrêter la guerre plus tôt, il n'y aurait pas eu cette tragédie des Khmers rouges. Alors moi, je trouve toujours que c'est vraiment le sommet du cynisme d'utiliser l'idéologie humanitaire de l'ingérence pour justifier une ingérence qui n'a pas eu lieu, parce que, évidemment, ce que disait aussi Chomsky à ce moment-là, les Américains n'avaient pas renvoyé des troupes dans un pays dont ils venaient d'être chassés. Donc, militairement, c'est très bien d'aller au Congrès et dire il faut faire ci et ça, mais les militaires, ils n'ont pas envie de perdre encore des hommes. Donc, c'était vraiment l'absurdité totale. Mais ça a été ce que j'ai appelé le grand tournant, c'est-à-dire, et après, ça, avec la chute du communisme, après le soutien aux dissidents, tout ça, et puis il y a eu l'Afghanistan, évidemment, où là, on a soutenu les ancêtres des gens qui ont fait le 11 septembre, et donc, enfin, les ancêtres des talibans, si on veut, je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte de l'horreur de cette idéologie qui est c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu comme le christianisme à l'époque coloniale. Et à l'époque coloniale, je veux dire, pas récemment, mais vraiment à l'époque de la conquête espagnole, etc., des Amériques, c'est-à-dire qu'on va justifier, on va utiliser une idéologie qui, sur le papier, peut paraître généreuse, pour justifier les pires atrocités. Et ça n'a pas arrêté depuis, et ça a été comme ça. Et moi, je n'ai avalé aucune... il y a un slogan qui dit « Je suis déjà contre leur prochaine guerre ». J'étais contre toute leur guerre. Et d'une certaine... En 91, oui, j'étais aux États-Unis, quand il y a eu la première guerre d'Irak. J'étais horrifié. Je veux dire, les gens parlent de propagande, etc. Mais alors là, la propagande, il y avait le slogan, ce qu'il fallait faire, c'était pour montrer qu'on était patriote, c'est mettre un ruban jaune. Et ça, tout le monde mettait des rubans jaunes. On enroulait les écoles avec des rubans jaunes. Je veux dire, alors, moi j'étais dans un département scientifique de maths, mais là, par exemple, ils avaient voté pour savoir s'ils pouvaient participer à une discussion sur la guerre, et ils ont voté contre le fait de participer à une discussion. Oui. Qui ça, pardon? Ben, mes collègues. Enfin, moi, j'étais pas nommé, mais... Une discussion au sein de l'université? Oui, bien sûr. À laquelle j'ai été, où il y avait en plus des défenseurs acharnés de la guerre. C'est-à-dire qu'il fallait pas mettre en débat non. le fait de participer ou non? Non, bien sûr. Mais parce je vais m'exprimer
un peu vulgairement, mais on me fait toujours chier avec oh, mais c'est intellectuels libéraux, la liberté d'expression, etc. Tous les moments cruciaux, ça n'existe. Quand on a un moment crucial, ça n'existe pas. Et c'était évidemment, je veux dire, bon, je veux pas, ça m'a marqué, ces expériences m'ont marqué. Et puis évidemment, 99, comme a dit quelqu'un, c'est quand même étonnant qu'on ait une guerre de l'OTAN qui est soutenue par la gauche, parce qu'en 99, quand il y a la guerre du Kosovo, il y avait quand même encore des gens de droite qui disent, mais enfin, les Serbes, ce sont nos alliés, les Albanais, c'est des musulmans, pourquoi est-ce qu'on aurait fait la guerre à ces gens pour des chrétiens? Enfin, ce genre de raisonnement qui n'est pas le mien, mais je veux dire, ça existait, d'accord? Mais du coup, évidemment, alors la gauche, non, non, il y a droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, et puis on se pose pas de questions sur, par exemple, on a dit aussi qu'on voulait sauver un Kosovo multiethnique, mais vous avez été là, bon, à part dans une région où les Serbes sont majoritaires, c'est pas très multiethnique, et ça a été, on s'est débarrassé des ethnies non albanaises après la guerre, c'était la volonté depuis le début. Et donc après, on a eu 2000, on a eu le 2001, alors, je me rappelle, avant l'intervention en Afghanistan. On a eu une manifestation à Bruxelles, il y avait des Verts, des écolos, des Verts qui étaient là. Et, comment dirais-je, ils manifestaient contre la guerre, ils participaient au gouvernement. Je crois qu'à ce moment-là, ils participaient au gouvernement, ils avaient déjà approuvé celle du Kosovo. Et le soir même, article 5, on intervient en Afghanistan, et bien sûr, ils acceptent ça. Et on accepte que la Belgique participe. Bon, la Belgique n'a pas beaucoup d'importance, mais enfin, on a quand même envoyé des troupes en Afghanistan. Puis rebelote en 2003. Et alors, ce qui m'a quand même stupéfait, c'est qu'en 2011, quand il y a eu l'agression contre la Libye, la gauche a suivi, hein. Je suis désolé. Oh, mais, bon, je ne veux pas critiquer trop Mélenchon, qui s'est un peu racheté récemment, mais il a quand même dit qu'il faut abattre le tyran pour éviter qu'il ne détruise la révolution. Et le monde diplomatique a fait un éditorial disant que même une horloge cassée peut donner l'heure 2 fois par jour. Et il faisait référence au fait que Sarkozy était pour la guerre. Je veux dire, moi, j'en ai, j'en ai gros sur la patate pour le dire en termes vulgaires. C'est pas une question d'animosité personnelle, mais comme j'ai passé tout ça en revue et j'ai vu l'évolution de tous les gens de gauche et tous les gens que je connais, évidemment. Et puis, évidemment, oui, alors, on va me dire, oui, mais quand je vois la situation actuelle, moi, ça me dérange pas d'être marginalisé, hein. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais revenir sur l'épisode des manifestations de 2003 Ouais. en Irak, qui là, du coup, en plus, il y a des manifestations en Europe occidentale contre l'intervention états-unienne, mais aussi au niveau mondial. Euh, Qu'est-ce qui explique cette période où s'il y a une mobilisation Ok, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, en France et en Belgique et en Allemagne, le gouvernement était contre la guerre. Donc les manifestations n'étaient pas diabolisées parce qu'il y avait quand même un soutien. Comme je t'ai dit avant qu'on commence l'interview, moi je suis venu très souvent, je suis venu plusieurs fois à Paris pour faire des conférences, des débats, etc. À ce moment-là, en mars, en février-mars 2003, et comment dirais-je, disait le Figaro, par exemple, suivait le gouvernement, comme ils font, parce que c'était Chirac qui était aux affaires, et était président à ce moment-là, si je ne me trompe bien. Et donc, et alors, de Villepin à l'ONU, etc. Tandis que Libé, il n'était pas chaud, tout le monde, parce que Libé, évidemment, suivait la ligne des droits de l'homme, et donc, voilà. Et ce qu'on appelle les néoconservateurs français, c'est nouveau, c'est les mêmes que ceux de l'idéologie des droits de l'homme, BHL et compagnie. Et eux, évidemment, ils étaient soit ouvertement pour la guerre ou pas ouvertement pour la guerre. Et puis alors, on tapait sans arrêt sur ceux qui étaient vraiment contre la guerre. Moi, j'ai connu même un Irakien qui était totalement diabolisé par le PC, je ne sais plus si c'était en Belgique ou en France, mais parce qu'il était pro-Saddam, comme il dit, ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons, il était trop contre la guerre. un Irakien, c'est-à-dire un Irakien en Europe? En Europe, oui, je peux être en Irak. C'est-à-dire Ah. un intellectuel, quelqu'un qui prenait position publiquement ou... Oui, qui avait émigré, si tu veux, et qui était. Mais c'est toujours la question du patriotisme. Il était en fait anti-Saddam, mais peut-être qu'il était au PC irakien ou je ne sais pas quoi. Ah, on Mais, parle d'un militant. oui, un militant, oui. D'accord. Mais il ne veut pas donner son nom, d'ailleurs, je t'ai oublié, mais sa famille a beaucoup souffert en la guerre parce que il venait de milieu chrétien et je lui ai dit,
qu'est-ce que vous allez devenir? Il m'a dit, Monsieur Bush nous a sacrifiés. C'est ce qui s'est passé. Hein. Et donc, Est-ce que, si je comprends bien, euh, à partir des années 80-90, il était plus facile pour la classe dirigeante de vendre une guerre, disons, à l'opinion publique ouais, qu'auparavant. Et que si je le résume, en tout cas du point de vue bien sûr de gauche, c'est que justement ce rempart que représentait un peu la gauche anti-impérialiste, il est tombé. bien sûr. Et ma question, c'est, vous qui avez vu à peu près l'évolution sur plusieurs décennies, est-ce que vous avez une hypothèse sur la raison idéologique de cet abandon? Ben, note que j'ai écrit un livre il y a longtemps qui s'appelle Impérialisme humanitaire, qui explique tout, qui a été écrit un peu après la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, qui discute un peu cette évolution. Ben, si tu veux, il y a une période, si tu veux, qui s'étend de la Révolution d'octobre aux années 60, 70, où malgré tout, le communisme avait un impact très fort dans la gauche. Bon, sur les communistes, évidemment, mais aussi sur une certaine partie de la social-démocratie. Et comme je dis toujours, même les anticommunistes ont changé. C'est-à-dire que les anticommunistes devaient faire compte du communisme d'une certaine façon. Et il y a eu aussi toutes sortes de réformes qui ont été faites, y compris par des partis sociodémocrates, mais aussi même chrétiens-démocrates, etc. Parce que il y avait il y avait d'une certaine façon la peur du communisme, et aussi le fait que l'attrait du communisme, tant qu'il a existé, il n'a pas existé tout le temps, mais il y a une époque où il a existé, faisait qu'un bon nombre de gens voulaient plus de socialisme dans leur société, et le socialisme, ça pouvait vouloir dire de la sécurité sociale et des choses comme ça. Et donc, il y avait aussi l'aspect anti-impérialiste, parce que l'Union soviétique a inspiré beaucoup de mouvements de libération dans le reste du monde. D'accord? Mao Tse-tung a dit, je trouve ça comique, mais il a dit, c'est les canons de la Révolution d'octobre qui nous ont apporté le marxisme-léninisme. Et Ho Chi Minh, c'était tout à fait évident. J'ai lu une biographie de Ho Chi Minh, qui est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Il était en France, et il était un des fondateurs, mais enfin, il était vraiment au début de la naissance du Parti communiste français. Mais la seule raison, il n'était pas marxiste, il s'intéressait pas spécialement à Marx, mais il était anti-impérialiste, anticolonialiste, et il s'est rapproché du Parti communiste français parce que c'était le seul qui prenait une position clairement anticoloniale au Vietnam. Et même il trouvait qu'il n'était pas assez net, mais au moins il faisait quelque chose que les autres faisaient pas. C'est comme ça. Alors, c'est aussi comme ça qu'il a été à Moscou, parce que quand il y a eu la conférence de Versailles, il a été essayer de plaider la cause des Vietnamiens auprès de Wilson, des Américains, qui prétendaient un droit de détermination des peuples, etc., qui était le slogan après la Première Guerre mondiale. Oups, oups, oups. On a envoyé promener comme un malpropre, parce que, bon, droit de détermination des peuples, c'était pour les Européens, mais pas pour les sauvages. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Moscou, puis il a été soutenu par l'international. Et ça a été le cas dans une moindre mesure, mais aussi en Afrique du Sud, en Amérique latine, dans certains milieux, dans le développement. Et donc, mais alors, évidemment, comme, pour des raisons, ça c'est long expliqué, mais le communisme s'est affaibli, s'est autocritiqué, bon, il s'est bureaucratisé, enfin, il y a eu toutes sortes de problèmes qui fait qu'il n'avait plus l'attrait qu'il avait. Et alors, évidemment, est venue la contre-attaque, qu'on appelle parfois néolibérale, mais, et ça je reproche à la gauche occidentale n'a jamais s'est battu la coulpe en disant, oh, on a été stalinien, c'est vrai, ce qui est d'ailleurs pas vrai pour tout le monde. Et en plus, ils ont pris le contre-pied, ils ont fait vraiment, comme je dis, ils ont adoré ce qu'ils ont, ils ont adoré, ils ont brûlé ce qu'ils ont adoré. Et du coup, ils ont pris le contre-pied de tout ce qu'il y avait avant. Donc, au lieu de prendre un point de vue de classe, ils ont pris un point de vue humaniste, ils ont parlé de citoyens plutôt que de classe ouvrière. Sur le plan international, c'était l'idéologie des droits de l'homme qui était une idéologie qui était celle des États-Unis pendant la guerre froide, parce que c'était toujours la démocratie, et au Vietnam, ils se battaient pour la démocratie, etc. Et donc,
Je pense que c'était une défaite idéologique totale. Et la gauche, nouvelle gauche, la gauche post-68, on va dire pour simplifier, post-années 60, parce que c'est dans le monde entier, c'est pas qu'en France, a abandonné, même toute perspective pas de socialisme, mais de souveraineté ou d'indépendance nationale, même pour leur propre pays, même pour la France. Je veux dire, moi, je reprends De Gaulle tout de suite, demain matin, si c'est possible. Sur la Palestine, il était très bien, sur l'Amérique latine, il était très bien, sur l'indépendance de la France par rapport aux États-Unis, il était très bien, etc. Il était de droite, même les cheveux bien, les gens de droite, plutôt que comme Bendit, quoi. Je veux dire, c'est ça le truc que la gauche actuelle. Alors la gauche actuelle, si on veut discuter avec les gens de gauche actuelle et que ce soit n'importe quoi, que ce soit, bon, avec certains communistes, j'arrive à discuter, mais la France insoumise, ils comprennent. Ils ont eu un bon réflexe sur la Palestine et ils se font taper dessus, mais ils ne comprennent pas pourquoi le ciel leur est tombé sur la tête. Et alors, les trotskistes, et c'était possible, ils enverraient des troupes en Ukraine. Que je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, Et donc, non, mais je veux dire, c'est surréaliste, quoi. Et les trotskistes, j'ai eu beaucoup de discussions avec certains trotskistes pendant la guerre du Kosovo, et ça m'a vacciné. Hein. Je ne remonte pas à la querelle trotskiste-staline, ça je m'en fous, mais les trotskistes actuels, enfin ceux de 99, c'était horrible. J'aimerais du coup souligner ce qui me semble être un paradoxe, a priori, c'est-à-dire, je comprends qu'aujourd'hui, ça serait plus facile pour les classes dirigeantes, et notamment, je dirais, l'État le plus belliqueux de la planète, donc les États-Unis, de vendre une guerre, et néanmoins, il me semble, surtout, on mentionnait 2011 et la question libyenne, euh, il me semble qu'il y a une stratégie désormais de ne pas faire d'intervention directe ouverte, mais d'utiliser énormément de supplétifs locaux. Ah, Alors que pourtant, auparavant, lorsque la gauche était anti-impérialiste, il y avait des interventions directes quasiment partout. Pourquoi du coup, maintenant, il y a une politique de justement de utiliser des gens sur place, des supplétifs locaux, oui, pour... Pinochet, c'était pas un supplétif local, ils ont pas envahi le Chili. Hein. Je dirais, ils ont effectivement essayé d'envahir Cuba, mais ça n'a pas marché. Au Nicaragua et au Venezuela, bon, ils n'ont pas envahi non plus, ils essayent de... Non, le seul truc là où ils ont vraiment envahi, et en risquant des troupes, et ça, à mon avis, ils n'ont pas trop envie de le refaire, c'est l'Irak. Mais la Libye, ils ont envahi, mais ils ont aussi utilisé des supplétifs. Évidemment, ils utilisent des supplétifs soit pour des révolutions colorées, des renversements d'interférences dans les élections, mais ça, ils sont intervenus massivement dans les élections italiennes en 48, par exemple, où au profit de la démocratie chrétienne, et ils ont toujours soutenu. Donc, dans ce sens-là, les interventions n'ont pas toujours été militaires, elles ont aussi été. Alors, en plus, évidemment, maintenant, ils ont leur arme favorite, qui sont les sanctions, les embargos, etc., qui sont monstrueux. Et de nouveau, c'est des choses que la gauche ne voit pas ou refuse de voir. C'est que, évidemment, c'est eux qui font l'immense majorité des interventions. Ils pleurnichent parce que, soi-disant, maintenant, ils disent que les Chinois veulent intervenir dans leurs élections. Je disais un article qui dit que les Chinois utilisent les manifestations pro-palestiniennes aux États-Unis pour faire croire que les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais c'est vrai que c'est pas très fort une démocratie quand on voit la façon dont ils répriment ses étudiants. Et enfin, ça, c'est le rôle de l'argent, mais c'est assez impressionnant. Et donc, et les Chinois, ils font rien là-dedans, ils s'en foutent. Mais ils font croire, donc ils sont tout le temps menacés par les trolls russes, les bots iraniens, alors qu'eux interviennent partout, tout le temps, y compris en France. Et donc, c'est le monde. Enfin, tu sais, il y a un type qui, lors de la guerre de 14, a dit que la raison, bon, je ne pense pas que c'est la seule raison pour laquelle il y a des guerres, c'est que les politiciens mentent aux journalistes et ensuite croient ce qu'ils lisent dans les journaux. C'est-à-dire que tu as une espèce de boucle, c'est-à-dire tu as une hystérie médiatique et puis les hommes politiques qui ne veulent pas être victimes de l'hystérie médiatique, comme par exemple Villepin est victime de l'hystérie médiatique alors que lui il n'est pas communiste, il n'est pas français insoumis, il n'est rien du tout. Mais il a dit des trucs sur la Palestine qui ne plaisent pas à doxa médiatique, donc boum, on lui tombe dessus. Et alors, en partant de ça, du point de vue de la gauche, disons des cadres les plus représentatifs de la gauche, on parlait de Mélenchon, mais ça peut en être d'autres,
sur la question de la guerre, pour vous, il y a une question de couardise d'abandonner parce que la pression médiatique est trop forte, ou il y a vraiment une conviction de que la guerre, dans ce cas-là, est bonne? Bah, je pense que l'évolution idéologique que j'ai essayé de décrire, oui, oui, parce que le changement a été, on va pas faire la révolution a échoué, le socialisme a échoué, reste les droits de l'homme, et mais on reste tout aussi expansionné. Moi, je ne suis pas pour imposer le socialisme par la force, etc. Enfin, pas de l'extérieur. Mais ils le font. Bon, il y a eu évidemment, il y avait les trotskistes qui étaient le plus pour exporter la révolution. Mais maintenant, c'est exporter les droits de l'homme ou la démocratie, soi-disant, parce que les droits de l'homme en Syrie, les droits de l'homme en Irak, les droits de l'homme en Libye, etc. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ça, ils s'en fichent évidemment. Oui, c'est une. Mais pour moi, si tu veux, ça, c'est vrai que je suis pas très marxiste entre guillemets là-dessus. C'est-à-dire, j'attache un grand rôle à l'idéologie, et je pense que le lien entre l'idéologie et les intérêts rationnels, je dis bien rationnels de la classe dirigeante, de la bourgeoisie, si tu veux, est très indirect. Très indirect. C'est-à-dire que la bourgeoisie elle-même est victime des illusions qui sont inhérentes à l'idéologie. Par exemple, au catholicisme, aux religions catholiques, mais à la religion des droits de l'homme aussi. Oui. C'est pas nécessairement dans leur intérêt de faire tout ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, d'ailleurs, je pense que ça les dessert à terme. La question de l'anti-impérialisme, elle pose aussi la question, du coup, de l'impérialisme en tant que tel. Et bon, il se trouve que là, récemment, la question de l'intervention russe, l'invasion russe en Ukraine, elle a fait un débat au sein de la gauche, je dirais même au niveau international, il y avait le savoir, il y avait la question de savoir si c'était une intervention de type impérialiste ou non. Et du coup, elle pose la question de combien il y a d'impérialisme actuellement dans le monde. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que. Mais d'abord, bon, je ne prends pas nécessairement le mot impérialisme dans le sens marxiste du terme. C'est-à-dire, je pense que, comme je t'ai dit, il y a évidemment, par impérialisme, de dire une volonté de domination, d'ingérence, etc. Bon. Mais est-ce que c'est économique? Est-ce que ça répond à des intérêts économiques, ça, ou bien est-ce que c'est plutôt idéologique ou quasi religieux, si tu veux? Ça, c'est quelque chose de compliqué. Je veux bien en débattre, mais c'est quelque chose de compliqué. Et en ce qui concerne la Russie, moi, je suis pas d'accord que c'est impérialiste ce qu'ils ont fait. C'est peut-être regrettable, peut-être qu'ils n'auraient pas dû le faire, mais je ne sais pas quelle alternative ils avaient. Ils ont attendu entre 2014 et 2022 qu'on essaie de trouver une solution pour le Donbass qui manifestement ne voulait pas, comment dirais-je, être incorporé dans une Ukraine très anti-russe. Le coup d'État de Maïdan, qui était un coup d'État, on ne peut pas oublier ça, évidemment soutenu par des Américains, mais aussi par les Européens, par les Allemands, c'était un coup d'État qui était inacceptable pour la population russophone et russophile de l'Ukraine, c'est évident. Et cette population, on leur a jamais demandé s'ils voulaient être ukrainiens. Il faut pas oublier que l'Ukraine actuelle n'est pas une vieille Ukraine qu'on aurait ressuscitée après la chute de l'Empire russe, mais une Ukraine créée, c'est ça l'ironie du truc, par les bolcheviks, qui voulaient en fait affaiblir la Russie et faire une Ukraine relativement forte et dans laquelle ils ont incorporé des régions qui aujourd'hui sont des régions orientales de l'Ukraine. Et puis après, Staline, c'était pas très malin, mais il a encore augmenté l'Ukraine du côté de l'ouest. Et puis alors, Khrouchtchev a donné à l'Ukraine la Crimée, qui avait toujours été russe. Il l'a fait en 54, et je remarque qu'en 54, le Congrès américain a condamné cette incorporation de la Crimée. Et bien sûr, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu ironique, que maintenant on dit l'Ukraine, les Ukrainiens, et en fait on considère comme unie une population qui est un mélange de deux populations et qui a été faite par qui? Par les bolcheviks en 1922 quand ils ont créé l'Ukraine, ils ont créé l'URSS. Et maintenant on est obligé de croire qu'on serait comme sacro-sainte la décision des bolcheviks et de Khrouchtchev en 54. Si les gens connaissaient l'histoire, ils trouvaient ça ridicule, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Or c'est ça. Et alors évidemment entre 2014 et 2022, les Ukrainiens de l'Est se sont battus. Et on va pas me faire croire que c'était juste des Russes qui intervenaient. Les Russes les soutenaient peut-être, ça c'est autre chose, mais les tous soutenaient les Américains, les Ukrainiens du gouvernement de Kiev. Je pense qu'ils étaient, on a des tas de témoignages où on voit des gens dans l'Est de l'Ukraine qui se considèrent comme libérés quand les Russes arrivent. Un des témoignages les plus comiques, c'est que vous voyez une femme qui dit « Ah, j'ai entendu que les Russes arrivaient. J'entendais crier Allahu Akbar.
C'était les Tchétchènes de Kadyrov qui venaient. Je trouve ça comique. Mais c'est évident que, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une solution ultra simple pour résoudre ce problème, c'est demander aux populations ce qu'elles veulent. Est-ce que vous voulez faire partie de la Russie, de l'Ukraine, ou être un État indépendant? On aurait pu faire ça entre 2014 et 2022. C'était plus ou moins l'idée des accords de Minsk, qui ont été signés par l'Ukraine, qui ont été signés par les États-Unis, qui ont été acceptés par l'ONU, et bien sûr, en principe, par la France et l'Allemagne, qui n'ont jamais eu l'intention de les appliquer, et par l'Ukraine. Alors, c'est quand même un peu sous du monde de dire, voilà, c'est une attaque qu'ils nous ont provoqué, comme en plus, d'après, je ne sais plus quel organisme international, il y avait une intensification des attaques contre la partie libérée ou des séparatistes de l'Ukraine en 2022 ou en février. Et comme les Russes ont encore investi leur argent dans des bons occidentaux un peu avant, je pense qu'ils n'avaient soit pas prévu les réactions, ce qui aurait été idiot de leur part, soit pas prévu l'intensification du conflit. Et ils sont peut-être intervenus un peu à la va-vite, ça j'en sais rien. Mais pour moi, cette histoire d'intervention non provoquée, alors qu'on a tout fait pour provoquer les Russes, y compris l'extension de l'OTAN et tout ce qu'on veut, je veux dire, qu'est-ce qui croit, je veux dire, je pense que Poutine a été très patient, et je suis pas sûr qu'un autre dirigeant russe aurait été tout autant. Justement, je sais que, puisqu'on parlait de la gauche, et que c'est régulièrement qualifié de gauche, les Verts européens Pire, oui. en effet, sont passés d'une position complètement pro-guerre, et qui s'est accélérée en plus avec la question russe. Oui, mais moi je me rappelle même la guerre du Kosovo, j'avais un ami qui était je crois même un des membres fondateurs des Verts, qui a voulu intervenir quand il y avait une conférence, et on l'a carrément fait taire, quoi. En Belgique, hein. En Belgique. Ah, oui, oui. Évidemment, là, c'était la cause sacrée, évidemment. Donc, et alors, c'est aussi intéressant sur l'Allemagne. Parce que, quand j'étais jeune, donc je parle des années 60, 70, il y avait ce thème en France, particulièrement chez les communistes, du revanchisme allemand. Et le revanchisme allemand, c'était quoi? C'était la CSU, qui était la branche bavaroise de la démocratie chrétienne, qui était dirigée par un type qui s'appelait Strauss et qui était très anticommuniste, et donc on agitait ça en disant voilà, revanchisme, etc. Mais seulement l'Allemagne à cette époque, évidemment, elle voulait la réunification, mais elle était loin, enfin peut-être c'était plus vite qu'ils ne pensaient, mais c'était très loin. Et en plus, il n'y avait évidemment aucun moyen de faire la guerre au bloc de l'Est, à la Russie, etc. Il n'y avait pas d'armes atomiques, mais bon. Et donc, le revanchisme, il n'a pas marché avec ces gens dits d'extrême droite. Mais il a marché avec les Verts. Et ça, c'est l'ironie de l'histoire, c'est qu'en 99, c'est Cohn-Bendit et, j'oublie son nom maintenant, le ministre vert des Affaires étrangères allemandes de l'époque, qui a retourné l'opinion progressiste en Allemagne en faveur de la guerre du Kosovo. Et donc on est passé d'un slogan, qui était le slogan en Allemagne de l'Est, que plus jamais une guerre ne partira du territoire allemand, au slogan, plus jamais ça, ou ça c'est Auschwitz. Et comme les Hitler, ils poussent, des nouveaux Hitler, ils poussent comme les champignons dans les bois à l'automne, c'est des nouveaux Auschwitz chaque fois, parce qu'évidemment, il y a Hitler, c'est Auschwitz, il n'y a rien d'autre. Et donc, toute la complexité, tout est effacé. Et alors, évidemment, il y a Hitlerosevich, comme ils l'ont appelé à l'époque, Milosevic, qui faisait un nouvel génocide, là. Donc il fallait intervenir. Et donc, c'est l'idéologie des droits de l'homme. Comme on est toujours des bons démocrates qui avons combattu Hitler de tout temps, soi-disant. C'est faux, mais bon. Et alors, maintenant, ou même si on n'a pas fait, on s'est repenti, maintenant on va combattre les nouveaux Hitler. Voilà, hop, c'est les Verts qui ont fait ça. Et c'est des Verts allemands moi je trouve ça quand même comique on nous parle de l'extrême droite de l'AfD. Mais explicitement, l'AfD se moque des gens qui veulent envoyer des chars allemands en Ukraine ou en Russie. J'ai même vu un député de l'AfD qui a dit, il dit, maintenant je me tourne particulièrement vers les gens de la CDU, demandez-vous ce que vos grands-parents faisaient pendant la guerre. Mais Baerbock, qui est ministre des Affaires étrangères allemande et qui est une verte, elle est complètement folle, elle est à fond pour la guerre. Alors ça sert à rien de me parler de la gauche et de la droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les positions. D'accord? J'en ai marre qu'on me dise que c'est d'extrême droite d'être contre la guerre et de gauche d'être pour. Non, non. Il y avait Jeffrey Sachs, par exemple, qui est un économiste américain qui est très, très anti, qui est bon, il était très libéral, il est peut-être moins maintenant, mais
il est certainement ce qu'on va appeler anti-impérialiste ou pacifiste. On lui dit, qu'est-ce que vous pensez de la montée de l'extrême droite? Il me dit, mais moi, pour moi, l'extrême droite, c'est le militarisme. Mais qui est militariste aujourd'hui en Europe? Les Verts. Et donc, c'est ça ce qui m'intéresse, quoi. Maintenant, l'AfD, je ne les connais pas, je ne connais pas l'allemand, donc je ne connais pas dans les détails. Mais a priori, je préfère Wagenknecht, évidemment. Mais seulement, elle aussi est diabolisée. Exactement comme, enfin, comme moi, c'est moins connu, mais je veux dire, tout ce que j'ai rencontré dans mes petites activités, c'est ça, comment ça. Alors justement, lorsqu'on parle d'un positionnement anti-guerre qui est tout de suite diabolisé, on en parlait au début de cet entretien, il y a l'exemple emblématique de Israël, ou du conflit israélo-palestinien, où dès lors où on se positionne en faveur des Palestiniens, ou ne serait-ce même que presque un cessez-le-feu, on est tout de suite avec la machine médiatique qui s'enfonce sur soi. Est-ce que malgré tout, parce que il y a eu quand même de nombreuses manifestations, y compris par exemple, le cas des campus états-uniens, est-ce que par exemple ça vous a surpris ou alors pour vous c'est toujours pas à la hauteur évidemment du génocide qui est en cours et du niveau de protestation qu'il devrait y avoir, ou est-ce qu'il y a quand même une évolution? Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une limite finalement dans la machine médiatique où au bout d'un moment on peut pas, comme le dit le slogan, on peut pas tromper tout le monde tout le temps? Ouais, faut pas me lancer trop là-dessus parce que on risque de finir au tribunal. Hein. Non, je vais être très modéré. Bon, évidemment, de nouveau, tu vois, je vais revenir à ma jeunesse, je veux pas être nostalgique de cette époque, mais c'est intéressant de me rappeler l'attitude qu'on avait. Bon, à cette époque, tu vois, à cette époque, en fait, contrairement à aujourd'hui, il y avait, en France, une vraie résidue de l'extrême droite. C'est-à-dire des gens qui avaient été pétainistes ou qui avaient été Algérie française, etc. Maintenant, c'est simplement plus vrai. Le Rassemblement national n'a plus rien, enfin, je sais pas ce que les gens pensent à la base, ça j'en sais rien, mais c'est plus du tout ce genre d'idéologie. Et moi, j'ai connu cette idéologie, comme je t'ai dit, dans mon école, on admirait Salazar, j'ai connu ça il y avait cet enfant en Belgique, c'était plus léopoldisme, le roi Léopold, mais cette idéologie, si tu veux, irriter de la guerre, si tu veux, existait, et évidemment, la jeunesse rebelle était contre cela, d'accord? Et évidemment aussi contre l'antisémitisme. Et d'un autre côté, les luttes de libération nationale nous étaient sympathiques, y compris la lutte palestinienne. On n'a jamais vu, je dirais, l'épaisseur d'un papier de cigarette entre le fait d'être à la fois contre l'antisémitisme et de soutenir la Palestine. On n'y pensait même pas. Et à l'époque, l'argument de l'antisémitisme était beaucoup moins utilisé. Et de nouveau, ça renvoie à cette transformation que on est parti de gens qui, à une époque où il y avait les résidus, je dis bien les résidus de l'Europe de l'avant-guerre, si tu veux, parce que 40, 60, bon, ça fait 20 ans seulement. Donc, c'est des résidus de ces gens-là, qui étaient peut-être les grands-parents, je sais pas, le fait qu'on était contre ça a débouché sur, petit à petit, avec ce que j'appelle la religion de l'Holocauste, c'est-à-dire, on est venu, si tu veux, avec la culpabilité, avec la repentance éternelle, la transmission. Alors, ce qui me fait le plus hurler, c'est cette histoire de la culpabilité transmissible aux descendants. Un jour, j'ai déjà raconté ça hier, mais je vais le raconter, dans une réunion pro-palestinienne, enfin pour des actions pro-palestiniennes, il y a un arabe qui était là et il dit, oui, mais les arabes n'ont rien à voir avec l'Holocauste. Je dis, mais nous non plus, on n'était pas nés. Et il y a une madame qui me dit, littéralement, hein, elle me dit, vous vous lavez un peu vite les mains de ce que vos parents ont fait pendant la guerre. Elle ne me connaît pas, c'est pas ce qu'ont fait mes parents. Moi. Je veux dire, ça pour moi, c'est quand tu vas même dans les milieux pro-palestiniens, tu as incorporé cette idéologie de la culpabilité transmissible aux descendants, parce que moi je suis né après la guerre. Et de toute façon, même les gens actuels, il n'y a plus personne qui était même adulte pendant la guerre, hein, pratiquement. Et donc, ça c'est vraiment l'intériorisation d'une idéologie qui va évidemment avec l'idéologie des droits de l'homme, parce qu'on n'a pas été gentil avec les juifs, alors il faut sauver les nouveaux juifs qui sont les Kosovars, les femmes afghanes, les Kurdes, bon, les gens de Benghazi en Libye, etc. Et tout fonctionne sur analogie, tout fonctionne sur intimidation, il n'y a aucun raisonnement, rien, aucune étude d'effet, aucune complexité, etc. Et donc, évidemment,
cette idéologie a mené beaucoup de gens à venir avec cet acte réflexe. Israël a le droit de se défendre. Oui, mais Israël, excusez-moi, dans quelle frontière? Quelles sont les frontières? Ah, mais il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de frontière définie. Alors on dit, oui, mais le Hamas refuse la solution à deux États, il parle... Ah oui, Israël accepte la solution à deux États, ils ont signé des accords d'Oslo en 93, depuis 93, ils auraient pu quitter les territoires occupés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Israël, j'ai déjà donné cette analogie ailleurs, mais ce sont des gens à qui on dit, voilà, vous avez un terrain, mais n'est pas à vous, vous devez le libérer. Ok, on va le libérer, on va d'abord construire une maison. On construit une maison, et puis après, on lui dit, mais vous êtes bien avancé, maintenant vous allez devoir quitter cette maison. Oui, d'accord, mais on va construire une deuxième maison. Et c'est comme ça depuis 93, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule, évidemment aussi de celle des Palestiniens. Mais, je veux dire, c'est le délire à l'état pur, parce que maintenant c'est tout à fait explicite que la Palestine n'existe pas et n'existera jamais. Alors il faut qu'on m'explique ce que le Hamas doit faire, ce que les Palestiniens doivent faire. Ils doivent accepter leur sort et partir. Et partir, comme ils ont fait en 48 quand on les a chassés. Ah, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Et donc, tous les gens qui sont là, ils ont le droit de se défendre. Oui, d'accord, et les Palestiniens ont quel droit? Je veux dire, c'est tellement, je veux dire, et ça, je suis désolé, mais ça a été la position du PC, c'est la position des Verts, ça n'a pas été la position de toute la France insoumise, mais il y a des gens qui se taisent dans toutes les langues, comme Ruffin, hein. Donc, sur cette question, il y a des gens qui sont dans la France insoumise, donc qui sont partis de la France insoumise à cause de ces raisons-là. Récemment, moi j'étais ahuri, bon, il me débecte à bien des égards, mais quand il y a eu cet attentat contre une synagogue, Roussel est arrivé à dire que Mélenchon devait clarifier ses positions sur l'antisémitisme. Non, mais je veux dire, oups, on est où là? Parce que le type qui fait l'attentat, il a écouté Mélenchon. Il a peut-être regardé des vidéos des massacres israéliens en Palestine. Ça, c'est possible. Et c'est pas une bonne réaction. Mais c'est pas les discours de Mélenchon qui lui font faire un attentat contre une synagogue. Faut pas se foutre du monde. Hein. Alors justement, moi, ma question, c'était... Ni le spectacle de Dieudonné. C'était à un niveau plus général. Justement, est-ce que ce chantage à l'antisémitisme, ou alors en général, la campagne médiatique pro-israélienne, est-ce qu'elle n'a pas ses limites? Par exemple, je sais que notamment, il y a eu ce fait historique, il y a un croisement entre le conflit qui s'est accentué en Ukraine et celui d'Israël, où beaucoup de gens ont pointé du doigt le double standard de on défend à fond l'Ukraine, mais on défend pas les Palestiniens. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas une limite justement dans cette dans le oui, bien sûr. ce que peut tirer oui, ça c'est vrai, la machine oui, ça c'est vrai, mais si tu veux, c'était un peu comme le christianisme de gauche, c'est-à-dire l'idéologie catholique, à mon avis, n'avait rien de gauche, mais il y a eu des chrétiens de gauche à certains moments, des catholiques de gauche en Amérique latine et ailleurs, qui sont d'une certaine façon des gens qui retournent l'idéologie contre sa fonction sociale dominante, qui était quand même toujours de défendre les classes dominantes. Et évidemment, tu as des craquements dans l'idéologie. Mais moi, je suis pas pour les deux poids. Enfin, je suis pour les deux poids, deux mesures, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je pense que la guerre en Ukraine aurait pu être évitée si on avait été raisonnable. Et l'Occident n'a pas été raisonnable. Et ils ont voulu, voilà, ils ont poussé à cette guerre. Et la Russie, je ne veux pas défendre tout ce que fait la Russie, mais je pense effectivement qu'il faudrait des négociations et qu'on aurait fait des négociations dès le début. Et je pense pas que la Russie voulait envahir toute l'Ukraine, qu'il voulait prendre Kiev, etc. Il voulait forcer les Ukrainiens à enfin négocier sur la ligne des accords de Minsk. Ouais. Ce qu'ils ont fait, jusqu'à ce que Boris Johnson et les Américains leur disent non, combattez, on va vous aider, vous allez gagner. Et c'est ça ce qui s'est passé. Il n'y a rien de comparable du côté palestinien. Il n'y a rien de comparable. Le 7 octobre était peut-être une réaction brutale et désespérée de la part des Palestiniens, mais comme je dis, que doivent-ils faire? Que doivent-ils faire? Ils doivent accepter. Donc ils doivent accepter d'être enfermés dans cette espèce de camp qu'est la bande de Gaza, qui est fermée de tous les côtés, où tout est contrôlé par les Israéliens, où sont surveillés, et où on tombe gazon, comme ils disent, de temps en temps, on vient, on bombarde, etc. Ils ont fait la grande marche du retour en 2018, ou quelque chose comme 18 ou 19, je sais plus, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait tirer dessus. Donc quand ils font une manifestation pacifique pour le retour, ils se font tirer dessus. Et donc, ils n'ont absolument rien. Alors, dans les territoires occupés, dans Cisjordanie, les territoires contestés, comme dit Netanyahou, ben là, tout est fait pour qu'ils partent. Hein. Tout est fait pour qu'ils partent. Donc, si on veut, moi, je suis content que les gens disent il y a deux poids, deux mesures, mais je pense que les gens qui disent ça ne se rendent pas compte de la réalité des causes de la guerre en Ukraine, et aussi
des causes de la guerre en Palestine, parce que la guerre en Palestine, je suis désolé, elle n'a pas commencé le 7 octobre, elle a commencé, on pas en 48 et quand l'État, mais bien avant, avec une immigration incontrôlée, et qui était manifestement avec la volonté de créer un État. Je veux dire, les gens se plaignent d'immigration ici, bon, ça c'est un sujet un peu discuté, mais enfin, je n'ai pas vu, à part dans les fantasmes d'extrême droite, ou peut-être chez certains musulmans, une volonté de créer un État musulman en Seine-Saint-Denis, explicitement. Et armé, ils viennent pas armés. Et donc, les autres, je veux dire, ce que nous ont fait depuis le début, je veux dire, c'est une monstruosité absolue. Alors, ça a été, il y a la guerre de 48, il y a celle de 56, il y a celle de 67, il y a celle de 73, il y a celle de 82. Et bon, je veux dire, par exemple, prenons le Hezbollah. Alors maintenant, le Hezbollah, il n'est pas en odeur de sainteté. Mais qui a créé le Hezbollah? Les Israéliens en envahissant le Liban en 82 et en poussant jusqu'à Beyrouth. Et je me rappelle très bien des bombardements de Beyrouth et de Chabra et Shatila, etc. Et évidemment, la propagande de l'époque. Et alors, le Hezbollah a été créé en réaction à l'occupation du Sud Liban par Israël et a chassé Israël. Et les Israéliens sont retournés en 2006 et se sont fait de nouveau renvoyer chez eux. Et c'est pour ça que maintenant, ils bombardent. Pourquoi? Parce que, malheureusement pour les Libanais, ils n'ont pas, et les Syriens, ils n'ont pas de défense antiaérienne efficace. Et alors, du coup, les autres peuvent bombarder. Mais j'attends toujours pour, d'ailleurs, Nasrallah dit qu'ils les attendent aussi, j'attends toujours pour voir s'ils vont envoyer des tanks et des soldats sur le territoire libanais, parce que là, ils risquent d'être mal accueillis, parce que les bombardements, ça va, mais quand les gens sont dans les tunnels, ça n'a pas l'air d'être très efficace. Et donc, à mon avis, ils n'oseront pas. Bah alors, bombarder. Alors, on tue des civils. Oui, mais c'est dommage collatéraux, c'est dommage on visait des terroristes, oui. Ah bon, ok. Alors, on voit toutes les images des enfants, des femmes déchiquetées, tout ce que c'est. Non, on visait des terroristes, qu'est-ce que vous voulez? On a le droit de se défendre. Ma dernière question, Jean Brigmont, ça serait sur votre avis sur, prenant le fait que on va dire le bloc du Sud global est en train de rabattre les cartes au niveau mondial, et que la situation est en train de changer, disons que l'avenir même va vers l'Est, est-ce que ça, à votre avis, ça peut aussi provoquer un changement dans la gauche occidentale? Est-ce que vous voyez ça avec optimisme, que la gauche va renouer avec la question anti-impérialiste, ou non, pas tout de suite? Pas tout de suite, hein, certainement pas. Non, ils ont vraiment mal embarqués, hein, parce qu'ils ont tellement intériorisé tous les trucs idéologiques que j'ai dit, les droits de l'homme, l'antisémitisme, etc., la censure, ils sont très forts pour la censure, évidemment. Et ils ont fait toutes les erreurs possibles. Ils sont contre l'État-nation, ils sont contre la défense de la France comme État-nation, ils sont pour l'Union européenne, indirectement, ils sont pour l'OTAN. Je veux dire, ils ont vraiment, comme je dis, ils ont vraiment brûlé ce qu'ils ont adoré ce qu'ils ont brûlé. Bon, qu'ils aient brûlé, ça va adorer l'Union soviétique, bon, mettons ça de côté, mais ils n'étaient pas obligés de devenir à ce point pro-américains. Alors, ils se plaignent évidemment de ce qu'ils appellent le néolibéralisme, mais à partir du moment où on n'a pas de frontières, on n'a pas de monnaie, on dépend de Bruxelles pour toutes les décisions importantes, qui d'ailleurs sont d'un accord joie pour prendre des décisions même qui vont au-delà de ce que les traités imposent. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils disent qu'ils étaient au pouvoir, on rigolerait bien, hein, après 15 jours, c'est terminé. Hein. Je veux dire, non mais c'est vrai, parce que si tu n'es pas conscient des problèmes, si tu n'es pas conscient des rapports de force, d'accord? Si tu crois que tout ce qui compte, c'est de faire des pétitions dans la libération, alors évidemment, tu vas pas exercer le pouvoir. Déjà, Mitterrand n'avait pas compris, et la gauche de Mitterrand n'avait pas compris tous les problèmes qu'il y avait, et après 2 ans, ils ont fait le tournant de la rigueur, et puis ça n'a pas cessé. Et ici, je leur donne pas 2 semaines. Donc, je veux dire, ils vivent dans une espèce de fantasme, on vit dans une espèce de, c'est une attitude quasi religieuse, c'est-à-dire, le royaume n'est pas de mon royaume n'est pas de ce monde, il est dans l'au-delà, etc. Et là, une espèce de truc où on ne doit pas se poser de questions concrètes. Et en particulier, ils se posent même pas des questions des intérêts de l'Europe. Parce que moi, je veux bien être anti-impérialiste, mais il y a plusieurs façons de l'être. Il y a une façon qui voudrait détruire, si on veut, nos pays, qui est parfois le cas dans certains mouvements qui sont gauchistes, si tu veux, mais qui ne sont pas réellement sérieux, parce que si les pays s'effondraient, ils perdraient beaucoup d'avantages, mais qui sont pas... moi, je suis pour
bon, je suis pas sûr que Marx a dit ça, mais j'ai lu ça un jour, que pour l'égoïsme bien compris, c'est-à-dire qu'effectivement, je trouve ça normal que les pays, comme la France, défendent leurs intérêts, mais sans nuire aux autres et en se rendant compte que leurs intérêts sont compatibles avec ceux des autres. La France, l'intérêt de la France, est d'avoir de bonnes relations avec la Russie, d'avoir de bonnes relations avec le monde arabe. De Gaulle avait compris ça. Et De Gaulle a reconnu la Chine. Il n'était pas maoïste, il n'était pas communiste, il était anticommuniste, mais il a reconnu la Chine parce qu'il pensait que c'était l'intérêt de la France et il avait raison. Et moi, je suis très, enfin, je suis pas gaulliste pour tout, mais je trouve que ce serait certainement moindre mal si on revenait à la position de Gaulle, y compris si on prend son discours de 67 sur la question d'Israël, de la Palestine, où là, il a vraiment dit, voilà, ils occupent maintenant ces territoires, ils s'implantent là, ça provoque de la réaction, ça provoque de la résistance, qu'ils appellent terrorisme, etc., etc. On est comme ça depuis 67. Et donc, au moins, même avant. Et donc, moi, je trouve que la France devrait avoir une politique. Bon, je pense que Villepin, euh, bon, représente relativement bien cette position. J'appelle pas à la révolution, parce qu'alors, de l'autre côté, il y a évidemment les mouvements comme les indigènes, les trotskistes, etc. Alors il faut la révolution, sinon rien, quoi. Mais ils n'auront pas la révolution. Donc, il faut avoir une position qui serait raisonnable. Et même, je dirais, même aux États-Unis. Moi, si je gouvernais les États-Unis, la première chose que je fais, c'était possible. Je me débarrasse du lobby pro-israélien. J'interdis les financements enfin, c'est pas possible, le président ne peut pas décider ça, mais il faudrait interdire le financement des campagnes électorales par des individus, etc., etc. Je veux dire, quand on pense que Myriam Adelson, qui est l'héritière, n'a rien fait, l'héritière de son mari, qui lui a légué, je crois, 24 milliards de dollars, a donné 100 millions de dollars, donc d'argent de poche pour elle, mais pas pour une campagne électorale, à Trump. Et Trump lui-même a dit que pendant sa première présidence, les gens qui venaient le plus souvent à la Maison-Blanche étaient les Adelson. Et les Adelson, explicitement, ont dit à Trump, vous devez larguer une bombe atomique sur l'Iran. Bombe atomique, je sais pas qui est ce couple? Ce charmant couple. Ben, ce sont des milliardaires américains légèrement sionistes, qui ont fait fortune dans les casinos. Donc c'est même pas un type qui a inventé un truc pour le bien de l'humanité. Non, il a fait fortune dans les casinos à Las Vegas, etc. Et alors, il est mort récemment, il a laissé sa fortune à sa femme, et sa femme, elle dit que, je ne sais pas, Trump est un héros du peuple juif et d'autres amabilités. Et alors, je veux dire, alors on dit, j'aime pas la démocratie occidentale. Ben non, je voudrais bien qu'il y ait une démocratie, mais comment est-ce qu'on peut parler de démocratie dans des conditions pareilles? Et comment peut-on démocratie quand en plus, c'est l'OTAN qui gère notre politique étrangère, et que tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde accepte ça en Occident. Donc moi je pense qu'il devrait y avoir des révisions déchirantes j'essaie d'y contribuer, mais moi ça fait des années et des années que je prêche dans le désert, donc je dois dire que j'ai été un peu je vais peut-être reprendre, je vais peut-être faire des vidéos, etc. Mais j'ai été très découragé après le 7 octobre. Bon, évidemment, ce qui s'est passé est horrible, ce qui se passe à Gaza est horrible, c'est pas ça. Ça m'horrifie, mais c'est pas ça ce qui me décourage. Ce qui m'a découragé, c'est les réactions en France. Ça, c'était horrible, horrible. Je dis, quand on a des gens comme mon frère, que j'ai aucune sympathie, mais qui dit que porter un kéfier, c'est comme porter un uniforme nazi, quand vous avez des gens qui s'abaissent, c'est-à-dire il y a les pires conneries qui seront répertoriées et que j'espère qu'on ne les oubliera pas plus tard, mais on les oubliera sans doute. Mais je veux dire, quand on voit ce que les gens ont dit, et alors évidemment, ils allaient détruire l'économie russe aussi, ben, elle se porte bien, l'économie européenne se porte pas bien, etc., etc. Et alors, il n'y a jamais pour l'instant, il n'y a pas, si tu veux, à un niveau de la superstructure. Bon, à la base, évidemment, les gens à qui je parle quand même à des gens qui maintenant, à cause particulièrement d'Israël, sont plus ouverts à mon point de vue qu'avant. D'accord? Mais au niveau de la superstructure, ben, des médias, de tout ça, le délire est total. Et donc, moi, je prétends que on devrait être pas tant anti-impérialisme, on devrait être au minimum des impérialistes rationnels. Ou, si tu veux, je ne pas ça comme ça, ou des nationalistes rationnels, ou des souverainistes rationnels. C'est-à-dire se poser la question des intérêts bien compris du pays
y compris, si on veut, la classe dominante, etc., parce qu'on ne va pas faire la révolution, et du pays dans son entièreté par rapport à l'international, où là, l'Occident, l'Europe se met sur le coup des États-Unis, et les États-Unis s'aliènent de plus en plus le reste du monde. Maintenant, ils ont encore pris je ne sais combien, dans la dernière semaine, combien le Congrès a voté je ne sais combien de mesures anti-chinoises. Ils ont décidé de donner 1 milliard de dollars pour faire de la propagande anti-chinoise un peu partout. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit les croire quand on sait que c'est eux qui payent la propagande, je veux dire. Mais les gens, quand même, ça va peut-être quand même marcher. Et donc, ils s'isolent du reste du monde, bien qu'ils prétendent qu'ils vont gouverner le monde. Et quand Biden est arrivé aux affaires, il a dit maintenant l'Amérique va guider le monde. Kamala Harris dit qu'elle va le faire aussi. Et Trump, comme je dis, c'est un héros du peuple juif. Je veux dire, oups. Non, mais je veux dire, il y avait chez des gens que je n'avais pas spécialement, et que je trouvais une politique horrible par rapport à l'Amérique latine, par exemple, comme Eisenhower, avec évidemment le renversement d'Arbenz, le renversement de Mossadegh, y compris évidemment après Kennedy, encore plus Johnson avec le Vietnam, etc. Mais je trouve qu'ils avaient quand même une certaine rationalité qui a plus aujourd'hui. On a l'impression d'être dans un monde de fantasmes absolus. Et donc, il faudrait, et les rationalistes, ils bougent pas là-dessus. Et je pense qu'on ferait bien de ramener un peu de rationalité dans le discours dominant, à la fois par rapport à la Russie, à l'Ukraine, la Chine, Taïwan, et bien sûr, nos alliés, nos chers alliés au Moyen-Orient, Proche-Orient. Jean, merci. Merci.